Salut à tous, c'est Alix Noblat et bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4:1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 85e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Alix Noblat au podcast. Salut Alix, comment ça va? Salut Yannick, salut tout le monde. Ça va super bien. Je suis hyper honorée d'être avec toi dans ton podcast. Écoute, ça va être super intéressant. On te suit, je pense, la communauté trail après te découvrir dans les dernières années, dans la dernière année, au Québec, en Europe. Tu as participé à plein de courses, tu as participé à des expéditions. Tu te lances dans quelques jours, quelques semaines dans une épreuve ultime, une épreuve extrême qui est le mythique Marathon des Sables. Je pense qu'on va avoir beaucoup à discuter. Ça va être hyper intéressant, j'en suis certain. Puis en plus, tu es ambassadrice NAC. Le podcast est présenté par NAC. C'était encore plus naturel. Écoute, quand je peux le mentionner, quand je peux recevoir des gens qui font partie, comme moi, de ce groupe d'ambassadeurs-là, on est toujours heureux de se reconnaître. Puis en plus, on t'a vu cuisiner il n'y a pas si longtemps dans les stories de NAC, préparer des bars à 400 calories. On aura l'occasion de parler de tout ça, mais je suis vraiment content de t'accueillir. C'est un vraiment grand plaisir. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses au final qui nous rassemblent. On avait fait connaissance où je t'envoyais quelques photos des athlètes pour que tu sois au courant quand j'étais aux 4 coins du monde. Et puis c'est vrai qu'on en est venu là. Le MDS, ça a été un premier DNF, là ma revanche. Et puis je mets un pied ici au Québec. Je deviens ambassadrice NAC. Et puis voilà, c'est plein de belles choses. Les étoiles s'alignent. Donc c'est naturel d'être ici avec toi. Ben oui, puis écoute, après avoir participé en 2021 à plusieurs courses aux 4 coins du monde, à Cape Town en Afrique du Sud, tu l'as dit, tu as fait le MDS aussi cette année, la MCC à l'UTMB, le Montreux Trail Festival, une course en Andorre dans les Pyrénées. Ouais. Et tu as commencé 2022 avec une course au Québec, notre trail de la nuit polaire dans la neige. Donc, je trouve ça parfait. J'ai bien hâte de t'entendre sur ce sujet-là. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que tu bois de ton côté, Alix? Alors, de mon côté, il faut savoir que j'ai la chance d'habiter à exactement 30 mètres d'une petite microbrasserie qui s'appelle le Dispensaire. Et moi, je suis une très grande fan d'IPA. Donc, c'est une IPA australienne qui s'appelle la Gawabunga. Et c'est vrai qu'ils ont une particularité, c'est que leurs canettes sont designées, sont pâtes à la main, donc elles sont toutes différentes. Donc là, j'ai un petit surfeur qui surfe sur une tortue, c'est parfait. Wow! Écoute, on jurait qu'on s'était appelé pour se préparer, mais non, c'est vraiment un hasard. Moi, de mon côté, j'ai une Pilsner néo-zélandaise. Donc, on est vraiment dans l'Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande, ce coin de pays-là. C'est vraiment drôle de mon côté. C'est une bière qui vient de Brasseurs sur demande. C'est pas un partenaire du podcast, mais j'ai un ami qui est brasseur pour eux. Récemment, c'était mon anniversaire, puis on dirait que mes amis me connaissent bien parce qu'ils m'ont acheté plein de bières de microbrasserie. Puis j'ai mon meilleur chum, Marc-Antoine, qui m'a amené cette Pilsner néo-zélandaise. Donc, cheers à toi. Merci d'être là. Cheers. Santé. Donc, commençons par le commencement. J'aimerais ça que tu nous parles de toi, de ton parcours personnel, ton parcours sportif, ce qui t'a mené jusqu'à te lancer en 2021 dans presque une dizaine de courses de trail. Mais je suppose qu'avant ça, il y a eu plusieurs étapes avant de se mettre jusque-là. Parle-moi de toi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un parcours assez complexe, mais dans les grandes lignes, je suis initialement coach sportif et 2 fois participante d'une grande émission de télé qui s'appelle Koh-Lanta ou Survivor pour le côté US.
Et mon parcours de base, en fait, il est des plus banals. J'ai eu une scolarité assez compliquée. J'étais une élève dissipée. J'ai redoublé 2 fois. J'ai fait un bac, un baccalauréat littéraire pour au finalement enchaîner sur des études de manager et finir par faire une reconversion pour être coach sportif. Avant ça, j'ai commencé, je dirais, le sport très tard, puisque j'ai commencé il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, j'avais pas le fitness que j'ai aujourd'hui. Le déclic, en fait, il a été provoqué lors de mon entrée chez les sapeurs-pompiers volontaires dans le sud de la France, où je me suis aperçue que j'étais vraiment passionnée par le secourisme, mais malheureusement, le physique n'était pas au rendez-vous. J'arrivais pas à faire une traction, je courais pas bien vite. Et puis, quand je me suis aperçue voilà, que j'avais pas le niveau, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et puis j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à l'alimentation, à me mettre un peu au sport parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 ans, je mangeais aussi très, très mal. Je faisais plus le party qu'autre chose. Et puis, c'est vrai que bah, là, j'ai commencé au fur et à mesure à intégrer des petites choses dans ma vie courante. Et puis, ma toute première rencontre en fait, avec la course à pied, c'était lors de mes débuts en CrossFit. C'est vraiment le CrossFit, le sport qui m'a pogné et qui m'a jamais lâché puisque ça m'a accompagné dans ma transformation physique. Mais les débuts en course à pied, c'était un peu tumultueux. C'est-à-dire que dans les workouts, quand il y avait du run, je faisais tout pour y échapper. Je me disais, oh, j'ai un peu mal aux pieds. Pourquoi pas du rameur? Pourquoi pas de la corde à sauter? Pour moi, courir, c'était un enfer. Et puis, en fait, quand j'ai fait ma reconversion professionnelle et que j'ai fini par être coach de CrossFit, lors du diplôme de Level 1, ils te disent bien de cibler tes défauts et de les travailler. Et ben, du coup, je me suis mise un petit peu à travailler ça, mais vraiment sur de short distance. Et puis, je me suis essayée en Spartan Race parce que ça correspondait bien au profil du crossfitter aussi. Tu sais, tu as un format en Spartan Race de short distance où il faut être un petit peu déglingo pour faire ça. Et puis, j'ai même coaché dans cette discipline dans la course à obstacles pendant un petit moment. Et puis en CrossFit. Et puis, en octobre 2019, en fait, je me suis retrouvée à jouer les Robinson Crusoe au Fidji. Pour la célèbre émission de Koh Lanta, qui va être diffusée donc 1 an plus tard, et puis où je fais surtout la connaissance d'un mec qui court un peu qui s'appelle Mathieu Blanchard. Ah, connais pas. Voilà, donc il est pas très connu ici au Québec. Je vous invite à le googliser. Et puis après, c'est vrai que suite à ça, l'année 2020, ça a été un peu compliqué. Voilà, je reviens des Fidji, j'ai perdu beaucoup de poids, je me remets au sport, mais puis hormonalement, c'est dur de reprendre. Et puis en août, je perds brutalement ma petite sœur qui a mis fin à ses jours. Et quelques semaines plus tard, je dois gérer la première diffusion de Koh Lanta et la médiatisation en fait qui en vient à l'issue de ça. Donc en fait, c'était à la fois très brutal de devoir gérer un deuil, de porter ma famille et de gérer les médias et puis ceux aussi qui s'intéressent un peu à ta vie perso, tout ça. De quoi est décédée la sœur d'Alix. C'était assez compliqué à gérer, mais j'ai réussi à surmonter tout ça et j'en suis vraiment très fière. Malgré tout, on va dire Koh Lanta, c'était un gros tremplin médiatique. Donc, j'ai essayé de rester quand même les pieds sur terre. J'ai essayé de me remettre dans une routine de sportive, reprendre le CrossFit, mais je pense que le décès de ma petite sœur a vraiment provoqué chez moi une envie d'être dehors plus que jamais, une envie de voyager, de découvrir et de vivre, quoi. J'avais envie vraiment de vivre chaque jour de manière très intense. J'ai commencé à faire des petits voyages à droite à gauche aux côtés de Mathieu. Et puis surtout, pour rattraper Mathieu, il a fallu que je me mette à la course à pied. C'est ça, lui, quand il part, hein, il est dur à rattraper, je suppose. Voilà, non, heureusement, il ne court pas si vite que ça quand il est avec moi, parce que sinon, je n'aurais jamais attrapé. Non, je rigole. Mais voilà, et puis quand en fait, j'ai commencé à me remettre un petit peu à la course à pied, je suis repartie pour une seconde aventure à Tahiti cette fois-ci. Et puis là, clairement, j'ai pas pu dire non, mais je t'avoue que physiquement, cette aventure, elle m'a vraiment fait mal. Reperdre plus de 10 kilos en 30 jours, en moins de 2 ans, ça faisait quand même... c'est assez short, quoi. Et puis une trentaine de kilos, excuse-moi, je te coupe. Aïe, c'est énorme. Eh ouais, une fois 13 et une fois 12. Parce que les 2 fois, tu as vraiment bien fait
à Koh Lanta. Donc, tu t'es rendu loin. Tu sais, ceux qui connaissent Oui. Survivor, c'est ça, au maximum une trentaine de jours. Je crois, quarantaine de jours, ceux qui se rendent jusqu'à la fin, mais c'est ça. C'est C'est sur une île ça. déserte, c'est en mode survie pendant tout ce temps-là, mais 2 fois en 2 ans, c'est énorme, là. C'était vraiment énorme. Et puis cette aventure elle m'a vraiment abattue sur le point physique. Puis voilà, les hormones, elles dansaient clairement la Zumba. Et puis je pense qu'on parle pas assez de ce qu'on fait subir à nos. On voit l'aspect survie dans ces émissions, mais ce qu'on fait subir à nos corps, d'autant plus quand on est une femme, c'est vraiment intense. Et puis à ma sortie, Mathieu m'attendait, il m'a fait une surprise, il m'attendait, il allait participer à la Xterra Tahiti d'ailleurs. Et puis là, gros coup de foudre pour le trail. Gros coup de foudre pour la course en sentier. J'ai commencé à trottiner donc dans les milieux humides de Tahiti. Et puis j'ai commencé, puis là, je sais pas, ça m'a vraiment pris aux tripes. Et 2 mois plus tard, j'étais donc à Andorre sur une short distance, il me semble que c'était un 25 ou un 30 sur l'Andorra 100. Et puis c'est là aussi où j'ai fait ma première assistance à Mathieu. Donc ça a été vraiment Andorre le point de départ de très belles choses dans le trail running. Ben oui, c'est parce qu'on t'a vu performer sur des courses, participer à plein d'événements. On t'a vu aussi être aux premières loges pour être le crew. Puis on le sait, ceux qui l'ont déjà fait, le crew, ceux qui sont coureurs, qui ont eu un crew, on sait à quel point c'est demandant. Puis vivre un ultra comme coureur, vivre un ultra comme crew, dans tous les cas, c'est pas beaucoup de sommeil. Puis le crew, c'est une job très particulière. Tu sais, le coureur, oui, il y a des hauts et des bas, il y a des vagues, mais c'est un effort continu. Le crew, c'est extrêmement difficile parce que c'est plusieurs tout petits moments après des longues heures à attendre, à ne pas faire grand-chose, à attendre, à regarder, à suivre sur Internet, à tenter de faire des calculs. OK, le coureur va arriver à X moment. Puis quand tu arrives, c'est comme un pit stop de Formule 1. Il faut que ça soit à vitesse grand V. Puis c'est d'une intensité vraiment particulière. Après ça, tu retombes plusieurs heures à attendre. Donc, c'est un rôle qui est difficile aussi. Mais en même temps, je pense que c'est un rôle qui permet de tomber en amour au-delà de la course elle-même, qui, je pense, était déjà devenue une de tes passions. Mais avec cette communauté-là, avec ces événements-là, puis tu as eu la chance de participer autant comme coureuse que comme crew à des événements assez mythiques, à des moments assez mythiques. Là. L'arrivée de l'inconnu dont on parlait tantôt, Marty Blanchard, une 3e place à l'UTMB, ça devait être quelque chose d'extrêmement intense à vivre aussi pour toi d'être à Chamonix, aux Jeux olympiques du trail running. Tout à fait. Ça devait être tous les ingrédients étaient là pour avoir un coup de foudre pour cette discipline qu'est la course en sentier, la course en montagne, tout était là. Hein. Oui, bah au-delà de l'immense fierté qui m'a submergée quand j'ai vu Mathieu franchir cette arche et me dire voilà, il est 3e, il réalise un de ses plus grands rêves. Ça fait un peu plus d'1 an à cette période, donc en août, ça faisait voilà, un peu plus d'1 an que je partageais la vie de Mathieu. Et au-delà du caractère génétique, Mathieu, c'est un bosseur. Il travaillait énormément, il connaît ses points faibles et il n'hésite pas à les travailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas besoin d'autres coachs et qu'il sait s'auto-coacher. C'est que il sait qu'il doit faire ça. Il respecte le plan, il le fait. Il connaît ses points faibles, il le fait. Il a inséré du renforcement musculaire, de la préparation physique générale dans sa prépa. Et puis, moi, il faut savoir que donc l'Andorra 100, c'était une première course où je faisais le crew à Mathieu. Et il a dû abandonner suite à une chute et une fatigue. Et puis, moi, je me suis remise en question en tant que crew aussi. Je me suis dit, OK, tant de travail pour ça. Et puis, finalement, on a discuté avec Mathieu. Il me dit, non, mon objectif de l'année, c'est l'UTMB. Il faut savoir, voilà, je ne peux pas prendre plus de risques, tout ça. Puis j'ai vu le cheminement, j'ai vu les ups, j'ai vu les downs. Et puis là, j'en ai encore les frissons. Là, je le revois passer. Moi, déjà, toute cette course, à chaque ravito, c'était tellement intense. J'ai l'impression que c'était moi qui courais. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est comme une Ferrari, bam, bam. Je remplaçais les flasques, j'étais à fond derrière lui. Et puis toujours le smile, toujours la pêche. Et puis tout au long de cette course, il n'a jamais eu de moment de down. Il a eu toujours une énergie constante. Et puis, j'ai eu l'impression quand il est arrivé que voilà, j'avais participé à ça. Et puis, quel cadeau qu'il me fait quand... pour moi, il n'y a pas
plus belle victoire quand, moi déjà de le voir arriver. Et puis, il dit à la foule, il dit, bah voilà, j'aimerais dédier cette course à Alix et à Greg. Quand il dit ça, bah là, c'est bon, là, je suis submergée, là, c'est trop. Mais c'était vraiment hyper intense. Puis à faire ce crew-là, il y a des gens qui écoutent, qui préparent des courses dans la prochaine année où ils vont être crew ou ils vont avoir besoin d'un crew. Toi, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est quoi le conseil que tu donnerais? C'est quoi l'apprentissage que tu as fait à force de le faire? Puis tu te dis ça, c'est essentiel d'avoir de préparer de telle façon. C'est quoi ton conseil pour un crew? Bah déjà, nous, dans les étapes, c'est-à-dire nous, on se briefe l'un et l'autre. On dit, voilà, à cet endroit-là, il faut ça, ça, ça. Il faut pas, il faut respecter les besoins de l'athlète. L'athlète, il t'a dit qu'il voulait ça, le force pas à prendre autre chose. Il faut rester aussi hyper froid parce que l'athlète que tu peux assister, parfois, il peut sembler dur ou dans son truc, tu vois, ils sont dans leur bulle, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est bam, bam, tu changes les flasques, il faut que ce soit automatisé, il faut pas que tu sois submergé par le stress, il faut que tu sois à l'écoute de l'athlète, il faut que tu réagisses au tac, et surtout, j'insiste sur garder la tête froide par rapport à comment ils peuvent réagir. Moi, j'ai jamais eu de conflit avec Mathieu sur un ravito, mais c'est vrai qu'on se parle de manière très directe, bam, bam, il faut que ça aille très, très vite, et puis bon, par contre, j'ai vu, j'ai vu d'autres personnes se prendre la tête sur des ravitaux. Ouais, tu m'as pas donné mon bon truc, machin. Et ça, non, c'est pas le moment de se disputer là. Il faut aller le plus vite possible. Tu ravitailles ton athlète, tu l'encourages, tu gardes toujours le smile, même si tu vois, très important ça aussi, même si tu vois qu'il est au bout du rouleau, tu gardes le smile, tu l'encourages. Allez, pop, pop, on y va. Et comme dirait Marianne Hogan, hop, 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 pas de paresse. Faut y aller, quoi. Et voilà. J'aimerais revenir sur Koh Lanta parce que tu disais, bon, ton parcours de CrossFit, de course à obstacles. Mais là, on s'entend que ce n'est pas une épreuve ni de CrossFit, ni de course à obstacles. C'est une aventure de survie sur une île déserte où il y a des épreuves physiques où peut-être que l'entraînement de CrossFit, de Spartan Race, peut parfois servir. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce qui t'a dit, j'ai le goût de me lancer dans cette folie-là? Clairement, ça a été pour moi, même quand j'ai passé les castings, mon argument phare, c'était pas la survie, c'était vraiment le dépassement de soi et pousser mon corps dans des retranchements incroyables. Donc, je t'ai dit, moi, ma transformation physique a duré 5 ans et au bout de 5 ans, j'avais vraiment envie de me prouver que j'étais capable de faire un truc de fou. Et puis, j'avais aussi de ce côté, encore à cette époque, j'avais envie de rendre vraiment fiers mes parents et de dire voilà, bah oui, j'ai fait une reconversion professionnelle, oui, j'ai fait ça, maintenant je suis coach, mais je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Et puis regardez où je suis et regardez ce que je peux faire. Et j'avais ce besoin-là de fierté, d'avoir la fierté de mes parents, même s'ils m'ont toujours, mes parents, enfin, franchement, pour moi, c'est mes héros. Ils ont vécu tellement de choses très dures et puis ils ont toujours été là à m'encourager. Dans mes défis les plus fous. Puis ils sont vraiment à l'écoute, tu vois. Depuis 2 ans, je suis un influenceur dans le sport, la santé, tout ça. Et puis, c'est un métier très récent, l'influence. Puis, je voyais qu'ils ne comprenaient pas. Et puis, on s'assoit autour d'une table, on partage une bonne bière, on discute. Et puis, c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. Je les aime très, très fort. C'est parce qu'ils sont à l'écoute, on échange. Ils sont souvent inquiets pour moi, mais je trouve toujours les mots pour les rassurer. Ça, c'est dingue. Ouais, je pense que ça vient avec le rôle de parent de s'inquiéter. Exactement, exactement. Donc pour en revenir à Koh Lanta, il y a eu ce côté de la fierté, puis voilà, c'était surtout le dépassement de soi, quoi. Et puis c'est vrai qu'avec mon bagage de crossfiteuse, à l'époque j'étais vraiment très musclée, j'avais les trapèzes qui touchaient les oreilles. Mais j'avais énormément de douleurs dans mon corps à cette période. Je me donnais vraiment à fond dans le CrossFit. Donc, c'est vrai que quand je suis arrivée sur ma première aventure de Koh Lanta, c'était l'étiquette qu'on m'a collée. C'était la sportive déterminée, la guerrière, Alix la guerrière, prête à en découdre. En plus, je suis vraiment bête quand je rentre en compétition. J'ai une tête qui fait peur. J'ai vraiment une tête qui fait peur. J'ai les sourcils froncés. Je suis prête à en découdre, peu importe ce qu'il y a dedans, devant, je fonce. Et puis voilà, ça a été mon personnage, le personnage qui me colle à la peau. Mais bon, c'est un côté de ma personnalité que j'adore aussi. Ouais, ben souvent, ces télé-réalités-là, ce genre d'émissions-là, ils vont tenter d'accoler parce que, tu sais, ils réussissent à quoi? Faire des émissions d'1 heure avec 4 jours de vie. Donc, il faut qu'ils gardent les extraits qui permettent de présenter un casting. Puis, il y a eu des émissions de télé-réalité au Québec que les gens qui participaient étaient sortis par après en disant « Mais je n'étais pas du tout comme ça, mais il y avait besoin de moi comme étant
le personnage X, puis ils ont pris que les extraits où j'ai l'air de ce personnage X-là. Donc, toi, c'était la guerrière, la fonceuse, la crossfiteuse. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu t'es complètement éloigné du CrossFit? Est-ce que tu fais encore de l'entraînement en salle? Est-ce que ça fait encore partie de ta routine ou tu es vraiment 100% dédié course? Non, 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 non. Je garde toujours les acquis du CrossFit pour ma préparation physique générale. Je peux pas faire que courir. C'est pas possible. Sinon, je me blesserais. Alors, je touche du bois. Là, je me suis jamais blessée pour l'instant avec toutes les courses que j'ai faites parce que je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Et puis, c'est vrai que on a intégré dans nos routines beaucoup d'éléments du CrossFit. Donc, moi, ça me va bien. Je pense avoir trouvé mon bon équilibre. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand je croise une salle ou quand je retourne dans le sud voir les amis, je passe dans leur box de CrossFit et puis on fait un petit WOD, on se prend un bon mur. Mais le CrossFit, je pense qu'il y a encore cette notion trop présente du no pain, no gain. Moi, j'ai vu ça pendant des années en tant que coach. C'est des gens qui venaient tous les jours. Ils se mettaient à feu et à sang tous les jours. Et puis leur courbe de progression n'était pas là. Ils ne s'écoutent pas. Ils arrivent, ils veulent faire des arrachés à 100 kilos au-dessus de leur tête alors qu'ils viennent à peine de commencer et puis ils se blessent. Puis après, ça donne une mauvaise réputation au CrossFit. Ouais, le CrossFit, les gens se blessent. Non, non, pas du tout. C'est que les gens veulent se donner à chaque fois sur les workouts et puis au final, en fait, il n'y a pas de progression, il n'y a rien. Mais non, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai trouvé le bon équilibre et il y a vraiment une notion de plaisir autant dans ma pratique du CrossFit qu'autant dans ma pratique de la course à pied. Oui, puis je pense que tu es entouré aussi de coureurs, de coureuses qui ont ça à cœur. Tu sais, j'ai récemment enregistré le 2e épisode de Marianne Hogan, sa préparation pour la Western State. Je sais que Marianne et Mathieu sont des grands amis dans la vie, donc je suppose que tu as eu à côtoyer un peu Mathieu déjà et les gens qui l'entourent, des coureurs, des coureuses qui, je sens vraiment que le plaisir est au cœur de la pratique. Tu sais, Mathieu est un des meilleurs coureurs d'ultra au monde, point final, mais je sens que dans sa pratique, dans ce qu'il dégage, la notion de plaisir, le facteur fun est très important, fait partie de la préparation. Puis Marianne, j'ai la chance de pouvoir faire plusieurs épisodes avec elle pour sa préparation pour la Western State. Marianne qui est en train de se positionner encore là comme une des meilleures, mais on sent que le plaisir est vraiment très important. Puis je pense qu'il y a ça qui vient avec la course en sentier. Moi, je dis tout le temps qu'on retrouve un peu notre cœur d'enfant, tu sais, courir, sauter par-dessus les rochers, se prendre une branche d'en face, se relever, se traîner un petit lunch que tu manges en haut d'une montagne. Tu sais, quand tu es jeune, c'est ça que tu fais, tu joues dans la forêt, puis regarde des enfants jouer dans la forêt, ils ne sont pas au pas de marche, là. Ça court, ça saute, ça monte sur les roches, ça descend. Fait qu'il y a cette notion-là vraiment de plaisir dans la course en sentier qui est vraiment le fun, puis qui amène une notion de liberté, puis de vraiment très décontracté pour un sport qui est très sérieux malgré tout, là. C'est ça, c'est ça. Et puis, je rajouterais aussi le partage. Il y a cette notion, je pense que dans le CrossFit, ça me manquait un petit peu. Oui, il y a des moments de partage, mais je pense qu'ils ne sont pas aussi présents qu'en trail running. Tu vois, par exemple, Marianne, il me semble, il y a 2 jours, nous étions à un camp avec NAC. Et puis, il y avait Marianne a proposé, Mathieu était pas en shape, il était malade. Et puis, Marianne proposait d'aller faire un petit 20 km, tu vois. Et puis, moi, j'ai de suite rebroussé chemin en pensant que j'avais pas le niveau. Et Marianne, elle me dit, oh là là, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, tu viens avec moi. Écoute, j'ai passé 2 heures à échanger avec elle et je l'aime énormément. Elle est vraiment passionnante et très, très inspirante. Et puis 2 heures à jaser, et puis les 20 km sont passés easy. Et elle me dit, ah, bah, tu vois que tu as pu le faire. Et puis, non, c'est vraiment une athlète incroyable. Et puis, j'espère vraiment que son année, voilà, cette année, les étoiles vont s'aligner. Et puis, je lui souhaite tout le bonheur. Ben oui, tout à fait. Tu as fait plusieurs courses, je le disais en début d'épisode de 2021, ça a été ton entrée en matière dans la course en sentier, puis tu y es allé intensément, plusieurs courses, plusieurs événements. Y en a-tu un sur le lot qui t'a particulièrement marqué, une course qui a particulièrement bien été ou au contraire très mal été? Parce qu'on sait que des fois, une mauvaise expérience fait d'excellentes anecdotes. Alors, j'ai une très, très bonne expérience. Je me souviens de Montreux, le Montreux Trail Festival, parce que le parcours de cette course était fait pour moi. Une montée et une méga descente.
J'adore le downhill. J'adore ça. Je pense que je dois avoir un peu un pet au casque, comme on dit chez moi. C'est que je dois être un Pète peu au fêlée. casque. Un pet au casque, ouais. J'adore descendre et j'adore descendre à fond. Sauf que à l'époque, je ne savais pas du tout gérer mon effort. Et grosse descente. Et si après, tu as une petite montée, bah, il y avait plus de son, plus de lumière. Mais ce qui m'est arrivé d'ailleurs à Andorre et sur d'autres courses. Mais à Montreux, c'est vrai que c'était un profil montée-descente, donc j'ai pris un plaisir fou et je me suis régalée. Une course où j'ai commencé à apprendre et à m'écouter, Sierzinal. Sierzinal, je l'ai faite et puis un enfer. Un enfer, j'ai pris un mur, je suis pas très bonne en montée, je suis pas très bonne sur le plat et puis ça a été très dur. Et puis non, c'est la course qui m'a le plus appris, je dirais, c'est le marathon des sables. Ouais. Le marathon des sables, ça a été mon premier DNF, mon premier abandon. Je suis partie pour refaire un petit peu l'historique de cette course. Donc, tu as 250 km en 5 étapes, 3 étapes entre 30 et 40, une étape entre 80 et 100, et puis une dernière de 42 à marathon. Puis une petite épreuve solidaire que tu peux faire en marchant. Ce qui s'est passé, c'est que c'était une période où j'avais envie de prouver à Mathieu que j'étais capable de faire de grandes choses. Et puis à la fois, je me trouvais tout le temps nulle quand je courais à cette période. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, j'ai fait l'analyse de tout ça. Et en fait, c'est vrai que je cours toujours qu'avec Mathieu. Et Mathieu m'a souvent dit, mais à qui tu te compares quand tu dis que tu es nulle? Et comme une idiote, je répondais toujours, mais en fait, je me compare. Bah, regarde, tu vois, je suis tout le temps derrière toi. Il me dit, mais stop, stop, stop. Je ne peux pas comparer à un athlète comme moi qui court depuis 7 ans et puis toi qui vient à peine de commencer il y a 6 mois. Puis tu sais, je me remettais beaucoup en question à cette période. Puis là, je me suis dit, marathon des sables, je vais accrocher le top 10, je me donne à fond, je vais lui montrer de quoi je suis capable, je veux vraiment le rendre fier, tu vois. La guerrière est sortie. Hein. Ah là, bah, la guerrière, elle n'a pas fait long feu. Hein. Donc, se passent les 3 premiers jours. Et puis, le premier jour, déjà, 30 km. Et Mathieu, il me voit surpris. Il me dit, oh, Bion, t'arrives bientôt et tout. T'as fait une belle épreuve. Ouais, ouais, je suis à fond et tout. J'avais les pieds déjà. Un enfer. Il faut dire que j'avais pris une pointure au-dessus. Et puis, en fait, arrivé là-bas, rétention d'eau avec le stress, le manque de sommeil. J'arrivais plus à mettre mes chaussures. J'ai dû enlever les 2 semelles à l'intérieur. Les pieds en sang, jour 2, pareil. Mathieu me dit, Alix, il me dit quoi? Et non, il me dit, Alix, tu devrais faire attention quand même, n'oublie pas qu'il y a l'étape longue et tout. Non, non, t'inquiète à fond. 3e jour se passe, j'étais à l'arrivée. Il me dit, ok, bon, on va discuter. Et là, c'est lui, j'étais incapable de défaire mon sac toute seule. Il m'a enlevé le sac, il m'a nettoyé les affaires, le t-shirt, la totale. Et puis, on a discuté. Puis, j'ai chopé le virus qui circulait à ce moment-là, parce que sur cette édition, entre autres, les 60 degrés, la course sous 60 degrés, et ben, en fait, il y a un virus, on ne sait pas trop d'où il vient, qui provoquait vomissements et diarrhée. Puis j'y suis passée. Ça a été entre la 3e et la 4e épreuve une nuit horrible. Mathieu s'est occupé de moi pour faire descendre ma température. Je passais ma nuit à vomir. C'était l'enfer. Je vais pour le lendemain matin chausser mes souliers. Impossible de mettre les pieds dans les chaussures. J'avais les doigts de pied rétractés au fond de la chausse. C'était l'enfer. Puis je suis partie en pleurant. Et puis donc je prends le départ de la course sur la longue étape, qui était de 90 km, un petit peu moins de 90. Et puis avant même le premier checkpoint qui était à 10 km du départ, aux environs de 6 km, je commençais à transpirer froid alors qu'il faisait 60 degrés. Il me manquait de l'eau. Je n'avais plus d'eau, j'avais bu mes 2 litres d'eau. Et là, je me suis dit, aïe, 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 on a un souci. Et puis, arrivé au CP1, en fait, j'ai voulu manger, me poser sur les conseils de tout le monde. Et puis, en fait, j'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance, j'ai été perfusée sur place. Et puis là, on me demande, Alix, nous te déconseillons, donc il y a un médecin qui vient me voir, il me dit, nous te déconseillons de repartir, mais tu peux quand même repartir. Et puis là, je regarde ma montre, ok, la perfusion, c'est combien de temps de pénalité? 2h30, ok, pas de souci, j'y vais. Et là, j'ai voulu me lever, impossible. Ah ouais. Impossible. J'avais l'impression d'être sous l'emprise de, je sais pas, je voyais flou, comme si j'étais ivre, je voyais flou, et puis impossible de me lever, l'enfer. Donc, du coup, j'ai déclaré forfait. Et puis là, je t'avoue que la pilule a été très, très dure à avaler.
Très, très Ah dur à ouais. avaler. J'en ai beaucoup discuté avec Mathieu. Il me disait, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait des bêtises. Le top 10... Puis le top 10, ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est un podium. Je veux dire, top 10. Ça me fait beaucoup penser à cette personne-là qui fait de l'humour, qui s'appelle Genou dans le gif, qui dit 137e au lieu de 150e. Tu vois, ça vaut rien. On s'en fout de ton classement. Du moment où tu t'es fait plaisir, je pense que le plus important sur une course comme le Marathon des Sables, au-delà de l'expérience, c'est vraiment d'être finisher parce que c'est vraiment intense. Le fait de dormir en tente berbère, le fait d'être en autosuffisance, hormis pour l'eau, c'est quand même dur à gérer tout ça. Finisher aurait été un beau cadeau et j'espère que je vais aller le chercher dans quelques jours. Ben oui, parce que tu Je vais aller prends ta chercher ma revanche, médaille. puis non seulement tu prends ta revanche, mais cette année, à cause que l'édition 2021 avait été déplacée à cause de la COVID, ça fait que les deux éditions sont tout près. Tu sais, c'était cet automne, je pense, fin septembre, début octobre, si je ne me trompe C'était, pas. oui, voilà, c'était mi-octobre, oui. Mi-octobre exactement. Puis là, l'édition est revenue à ses dates habituelles qui sont au mois de mars. Donc, la revanche, tu n'as pas eu un an à attendre. Ça va venir plus vite. Puis je voulais qu'on parle aussi de la préparation pour ça, parce que oui, le MDS, c'est peut-être la course par étapes la plus connue du monde, mais il y a beaucoup de personnes qui se préparent pour des courses à étapes. Euh, Chacune ont comment dire, leur particularité, leurs contraintes, leurs règlements, mais je trouve qu'il y a de quoi de vraiment le fun dans parlons de la préparation, parce que on s'est parlé, on se dit, OK, on pourrait parler, on pourrait s'enregistrer avant ou après le MDS et tout. Or, on s'était dit, on va le faire après. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, non, ça va être vraiment plus intéressant qu'on le fasse avant. Parlons de la préparation. Puis ensuite, ben, si tu as aimé la première expérience, on répétera le tout, on enregistrera un deuxième épisode, puis on parlera du après, on parlera de ta course. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de plonger là-dedans. C'est un sujet que j'ai effleuré du bout des doigts avec plein d'invités. Mais Mm. parlons-en. Tu sais, le MDS, le Marathon des Sables, c'est une des courses les plus connues du monde. C'est épique. Je veux dire, tu es au milieu du désert au Maroc. C'est en autosuffisance, sauf pour l'eau. Donc, ce que tu pars avec sur ton dos, tu dois le traîner jusqu'au dernier jour, sauf bien sûr l'eau. C'est vraiment particulier comme étape. Qu'est-ce que tu as fait la première fois que là, tu vas faire différemment? Puis, qu'est-ce que tu vas répéter? Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ta préparation la première fois que là, tu vas répéter comme expérience? Déjà dans ma préparation, j'étais vraiment pas préparée, je t'avoue là. Enfin, je dirais pas que j'ai pas été bien préparée, mais je subissais les troubles hormonaux de mon aventure de Tahiti, donc beaucoup de rétention d'eau, changement de, ça c'est important d'en parler aussi, mais changement de contraception pour une femme, ça crée des troubles. Et je sortais de la MCC, pourtant je me sentais bien, mais je sais pas, beaucoup de doutes par rapport à tout ça. Et je t'avoue que j'ai eu une petite baisse dans mon entraînement. Je savais que mon point faible, c'était le plat. Et puis au marathon des sables, voilà, du sable, du plat. Euh, donc en fait, j'ai revu un peu tout ça. Et puis ma préparation est d'autant plus différente que, bon, là, j'ai pris un petit peu sur le tard, mais j'ai pris un coach sportif. J'ai dit, OK, je suis pas capable de me coacher seule. Prenons le taureau par les cornes. Et je me suis adressée à quelqu'un qui me connaissait depuis un petit bout de temps déjà, mais qui n'avait plus de place, plus de personnes à coacher. Puis j'ai fini par convaincre, c'est Sébastien Cornette. Il est coach pour l'école de trail et aussi pour le coaching du coureur. Et il m'a dit, en discutant, il m'a dit, oh, OK, c'est quoi ton objectif? Moi, mon gros objectif de l'année, il est sur l'OCC 2022. Mais je lui dis, voilà, entre-temps, il y a le marathon des sables. Je dis, bah, OK, on va se calibrer là-dessus. Donc, de la préparation physique annexe à mes entraînements de run. Donc, déjà, je me sens un petit peu mieux préparée. On fait beaucoup de plats, beaucoup de séances de footing, enfin, beaucoup de séances à basse intensité. Ça, c'est ces moments-là où j'ai vraiment l'impression de plus subir ma carcasse. Donc, je travaille sur le plat. J'essaye vraiment d'apprendre. En fait, je n'ai pas la bonne biomécanique en course à pied. Donc, j'essaye vraiment, tout est une question de bosser ma posture, revoir vraiment le basique. Tu vois, c'est comme en CrossFit. Quand on t'apprend à quelqu'un qui arrive en salle, tu lui donnes un bâton en PVC, tu vas pas de suite lui donner une barre de 20 kilos à mettre au-dessus de sa tête. Il faut qu'il apprenne le mouvement. En fait, je suis dans cette phase-là en course à pied où je réapprends vraiment à mon corps à courir. Sinon, en fait, pour imaginer un peu la chose, comment je courais sur les 5 derniers kilomètres de la MCC qui était que du plat, je ressemblais à une petite bossue.
comme si comme si je voulais picorer le sol devant, l'enfer, tu vois. J'avais passé une super course, mais voilà, le plat, ça me tue. Donc voilà, on travaille ma posture, on travaille ma cadence, tout ça. Donc ça va prendre du temps. Ce que j'ai fait sur le premier MDS qui a vachement bien marché, moi, je voyage ultra light. C'est-à-dire que je me contente vraiment de peu de confort, mais voilà, c'est vrai que j'avais pas pris de gamelle, j'avais pris du lyophilisé que je consommais froid et une partie de nourriture en poudre, mais que je n'ai pas très bien digérée. Et donc, ce que je change cette année, c'est j'ai décidé de me faire accompagner par NAC. Et je testerai sur ce premier marathon des sables alors, ils savent pas encore le nom qu'ils vont te donner, donc je vais essayer de t'imaginer le truc. En fait, c'est une poudre, c'est un mix pour boissons à consommer en fait pendant l'effort. À l'intérieur, tu as les carbs, électrolytes et les protéines nécessaires en fait pour ton effort d'ultra-endurance. Et je l'ai testé, c'est une tuerie. Ah ouais? Voilà, je mets un petit plus sur le melon d'eau, le goût melon d'eau, il est vraiment fun. Ça se boit super bien, ça se digère super bien. Donc j'ai décidé voilà, de ne pas manger parce que c'est vrai que sur les courses, quand je mange, ça me donne mal au ventre. Ou sinon, quand je prends le départ d'une course, je dois manger au minima 4 heures avant. Et là, grâce à cette boisson pendant l'effort, je t'avoue que je suis vraiment satisfaite. Et puis surtout, il y a un truc que à chaque fois j'ai souligné à Will, c'est que je n'ai pas de fringales suite à ça. Donc voilà. Je vais fonctionner. Donc le matin, je fonctionnerai avec des barres caféinées, les petites nouvelles qui sont sorties. Sont excellentes. Caramel macchiato, mon petit préféré. Avec du mix pour boisson et puis un petit lyophilisé le soir, par contre. Voilà, des petites gaufrettes à droite à gauche. Et puis voilà, une alimentation que je consomme tous les jours. Donc là-dessus, j'axe vraiment cette année le confort de mon ventre parce que je sais qu'on va pas cette année subir 60 degrés, mais courir en plein soleil, c'est jamais évident. Donc voilà. Et puis un truc que je referai pas aussi, que j'avais fait sur le premier, enfin, il te donne des pastilles de sel à consommer et ça n'a pas fait bon ménage avec moi. Donc voilà, moi j'ai le nécessaire dans mes boissons NAC. Je pense vraiment que ça va faire le boulot. Il faut le tester aussi, tu sais, les pastilles de sel. Moi, je sais qu'à un moment donné, dans une course, je me sentais un peu déshydraté, puis quelqu'un m'en a comme proposé, hey, j'en ai, puis j'ai jamais essayé ça de ma vie, ça peut pas bien finir. Tu sais, je le répète plusieurs fois, mais tester des choses en course, ça va jamais bien aller, ou très rarement. Je pense qu'il faut apprendre. Puis comme tu dis, dans la préparation, il y a moyen de choisir des aliments, il y a choisir peu importe que ce soit de la poudre ou de la nourriture, qui va aller chercher le sel qui va être nécessaire parce que, justement, on le sait qu'on va suer, surtout quand on est au plein milieu du désert, en plein soleil, on peut le consommer d'une façon différente qui va fonctionner si on n'a jamais testé ces pastilles de sel-là. Il y en a plein qui ne jouent que par ça, puis c'est parfait, mais ça se teste à l'entraînement, là. Exactement, c'est que à ce moment-là, j'étais un peu le cordonnier mal chaussé, c'est que je disais toujours aux gens, ne testez pas ça pendant les courses. Et puis là, je voyais qu'ils insistaient pour que je prenne leur pastille de sel. Et puis, oh là 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 là, c'était l'enfer. J'ai été gonflée partout, les pieds qui rentraient plus du tout dans les chaussures, le visage doublé de volume. Non, c'était vraiment intense. Et puis non, là, j'y vais vraiment de manière sereine. Je me sens bien. Et puis, je me sens vraiment prête à en découdre, d'autant plus que cette année, je vais représenter les couleurs d'une association qui s'appelle Keep a Breast, qui fait de la prévention pour prévenir sur l'autopalpation pour le cancer des femmes, le cancer du sein. Donc voilà, j'ai l'impression de faire ça pour celles qui sont parties, celles qui se battent, celles qui doivent être au courant de tout ça. Donc il y a plusieurs choses qui me portent. Et puis là, j'ai qu'une envie, là, c'est d'être sur la ligne de départ et puis d'y arriver, mais il faut que je gère mon effort. Objectif finisher. Voilà, objectif là, c'est vraiment objectif finisher. Et puis, on a fait une tente de warrior. Je suis avec d'autres aventuriers de Koh-Lanta, mais on y va en dehors de l'émission. Et puis, je suis surtout aux côtés d'une très grande femme de la course sur route qui s'appelle Laurence Klein, qui a gagné plusieurs fois le marathon des sables. Et c'est vrai que sur le dernier marathon des sables, on s'était rencontrés sur le tard avec Laurence. Elle participait pas, elle m'a donné 2-3 conseils, mais en fait, elle m'a appelé après mon DNF et m'a dit Alix, je retourne au marathon des sables et puis tu vas venir avec moi. Oh, genre, quel honneur, quoi. J'étais trop flattée. Du coup, maintenant, je suis flattée et puis j'ai un peu la pression parce que
c'est quand même, elle a été championne de France sur le 100 kg route. Donc, non, elle a vraiment un bon bagage, Laurence. Et puis j'ai vraiment hâte de partager cette expérience avec elle. Est-ce que depuis que tu sais que tu vas courir avec elle ou vous allez vivre cette aventure-là ensemble, est-ce que tu as testé des idées que tu avais de préparation? Est-ce que tu as posé plein de questions? C'est quoi les conseils qu'elle t'a donnés en préparation précise pour la course? Elle m'a dit effectivement de bosser sur le plat, de courir sur le plat, de faire de longs footings à petite intensité. Et puis après, elle m'a dit, n'oublie pas de prendre des choses qui te font plaisir à manger. Donc, elle m'a dit, OK, prends quelques carambars, quelques M&M's, quelques machins comme ça. Donc, elle est beaucoup aussi dans la course plaisir. Et puis, voilà, elle dit, c'est très important. Ah, elle m'a donné aussi des petits tips. Prends quelques bouillons de poule. Alors, du coup, on se dit, elle m'a dit, moi, je prendrai le petit réchauffe. Ne le prends pas. Moi, je suis capable de le porter. Elle me fait aussi des faveurs. Donc elle est vraiment fan. C'est cool. C'est le fun, une collaboration à l'image de la communauté de course, de trail, d'entraide. Puis c'est le fun qu'elle te prenne un peu sous son aile, puis de se dire on va le faire ensemble, puis elle va te mettre dans des conditions pour que tu puisses atteindre ton objectif. Puis je trouve ça noble aussi que vous le fassiez pour une cause. Des fois, moi, c'est de quoi que je parle beaucoup, ne serait-ce que la course Cryo au Québec, que le Bromont Ultra. C'est des courses qui se font au profit des causes. Puis on dirait que ça donne un sens parfois à un sport qui a beaucoup de sens individuel. Je pense qu'il y a un sens d'accomplissement extrêmement fort dans le type de sport qu'on fait, dans le sport d'endurance. Il y a un sentiment de communauté entre coureurs, entre coureuses. Mais des fois, je ne sais pas, moi, des fois, j'ai besoin de faire quelque chose qui a vraiment un sens profond. Puis des fois, j'ai des doutes de me dire, bon, ce que je fais, ça fait-tu quelque chose autre que de me rendre fier, puis d'accrocher des résultats, puis de garder des beaux dossards que je mets dans une boîte? C'est quoi la valeur de ça? Puis des fois, de le faire pour une cause, pour défendre quelque chose, pour profiter peut-être d'une visibilité qui est donnée à notre sport, profiter d'une visibilité qui est donnée à un événement pour sensibiliser les gens, ça a vraiment une valeur très forte. Comment c'est venu cette idée-là de s'associer avec cette fondation-là? T'en as parlé juste avant, en fait. Tu sais, moi, depuis koh c'est vrai que j'ai maintenant beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et moi, j'ai toujours dit, OK, maintenant que je suis une voix qui porte un peu plus, je vais parler pour ceux qui ont besoin, quoi, pour ceux qui en ont besoin. Et puis, en fait, j'ai connu cette association lors d'un raid en France qui s'appelle Des Fidèles, comment dire, qui est organisée par une autre aventurière de koh qui s'appelle Christelle. Et puis là, je suis tombée fan de l'idée de ces raids 100% féminins. C'était vraiment hyper riche en échanges, en émotions. Et puis, j'ai connu Keep Up Brest grâce à ça. Et puis oui, voilà, c'est ça. C'est me dire que maintenant que j'ai de la visibilité, je veux l'utiliser. Je veux l'utiliser. Je veux pas rentrer dans une case. OK, cette nana, elle est influenceur sport santé et basta. Non, non, non. Je veux je veux laisser mon empreinte et puis je veux surtout aider les gens. C'est un truc que j'ai depuis le début. Quand je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers volontaires, c'est ce qui m'animait. C'était l'aide à la personne. Quand je suis rentrée, voilà, c'était l'aide à la personne et le secourisme principalement. C'était pas le feu, comme 80% des pompiers. Mais voilà, je suis comme ça et puis j'adore ça. Et puis j'essaye de parler. Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas, récemment, tu vois, je suis allée apporter, quand je suis venue au Québec, un poster des aventuriers de koh signé à une petite fille qui s'appelle Sarah Lou, que j'embrasse très, très fort, qui va écouter le podcast, qui est atteinte d'une leucémie. Et puis voilà, elle vit des choses à son âge, à son jeune âge, qui sont vraiment, vraiment complexes. Donc, c'est vrai que j'essaye de tu vois, quand je vais la voir et que je vois que ses yeux brillent, tu vois, et c'est maman qui me dit, oh, on a vraiment de la chance de t'avoir, c'est un moment exceptionnel. Je dis, ben non, ça devrait être totalement normal. Je veux dire, je suis une personne totalement normale, mais tu vois, des fois, juste par ta personne, t'apportes des choses et puis c'est ça qui me fait vibrer, quoi. J'adore ça. Donc, le partage, utiliser la visibilité à bon escient, c'est très important. Je trouve ça super inspirant parce que récemment, avec un incident qui s'est passé au Québec avec le vol d'avion avec des influenceurs qui sont allés dans le sud et tout, je trouve que le terme influenceur est comme devenu une notion péjorative un peu parce que j'ai l'impression que les influenceurs dont on parle, ceux qu'on met de l'avant dans les médias plus traditionnels, les médias de masse, c'est toujours relié à des scandales, mais si on revient à l'essence même du mot,
c'est pas nouveau. Maintenant, oui, via les médias sociaux, c'est devenu une sorte de métier, puis il y a une espèce d'organisation autour de ça. Il y a des influenceurs qui ont des agences et tout, mais concrètement, le fait d'utiliser une tribune pour influencer positivement ou pour porter des marques ou pour porter des causes, ça a toujours été, là, on y a accolé un nouveau terme qui s'appelle influenceur, mais depuis la nuit des temps, les artistes, les gens qui sont dans la communauté culturelle, qui sont dans le grand public, vont souvent utiliser la popularité ou le spotlight qui est mis sur eux pour, tant qu'à juste parler du film que je viens promouvoir, je vais vous parler aussi d'une cause que j'ai à cœur. Puis c'est quelque chose qui a toujours été, mais je trouve ça le fun de t'entendre là-dedans. Puis je comprends aussi que c'est une popularité qui est nouvelle pour toi. Tu sais, ça fait quelques années. Puis je trouve que déjà rapidement, tu sembles avoir les deux pieds sur terre puis de savoir comment utiliser ce spotlight-là vraiment d'un point de vue très positif, d'un point de vue santé, de promouvoir les saines habitudes de vie, mais aussi de promouvoir des causes qui tiennent à cœur. Je trouve ça super intéressant, super inspirant. C'est vraiment cool, merci. C'est vrai que voilà, on est regardé par énormément de personnes. Le programme de koh voilà, c'est en famille. À la base, c'était en famille le vendredi soir, mais maintenant c'est le mardi, peu importe. Mais voilà, c'est un programme familial. Moi, aujourd'hui aussi, quand je vois des scandales, dernière en date, une jeune fille, une jeune influenceuse qui vend l'eau de son bain 1500 euros, ça me fait très, très mal au cœur. Du coup, j'ai décidé de vendre le caleçon que Mathieu a porté pendant l'expédition Wapapunan euh, et de reverser la totalité des fonds à une association, par contre. Ben voilà, il faut bien que ça Non, serve mais à quelque chose. on voit tellement de choses. Non, mais on voit tellement de choses folles. Moi, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vais créer un propre business avec tout ça, comme ça en même temps. On ne garde pas ces affaires-là. Non, je rigole. Mais voilà, je vois des choses tellement qui sortent hors du commun. Puis à côté de ça, c'est des personnes qui ont des millions de gens qui les suivent, qui sont dans une période d'adolescence non, c'est pas ça que je veux transmettre et je veux pas que la génération future soit comme ça. Donc, je fais les choses à mon échelle et puis du moment où je suis en accord avec ça, pour moi, c'est correct. Voilà, tu restes authentique dans le choix parce que je suppose que les offres doivent venir de partout. Puis il faut faire des choix, il faut en refuser probablement bien plus qu'il faut en accepter. Mais je pense Exactement. que de se centrer sur qui on est puis ce qu'on veut défendre comme cause, comme valeur, c'est la bonne façon de le faire. Est-ce que tu as senti à ta sortie de koh ou en tout cas pas tant à la sortie, parce que je pense qu'il y a un bon moment en termes de temps, plusieurs mois entre la fin du tournage et le début de la diffusion, le moment où tu deviens justement une personnalité publique. Est-ce que tu as trouvé ça difficile au tout début, cette espèce de vague d'amour de gens qui te suivent, mais aussi tout le côté négatif qui peut venir avec ça? Comment tu as vécu avec cette popularité nouvelle et instantanée, rapide? Comme je le disais tout à l'heure, c'est que ma sœur est décédée une semaine ou 2 semaines avant la diffusion. Donc, ça a été en fait les médias de Star People, là, les People, les magazines People, pardon, sont vraiment jetés sur moi au point où dû donner, au bout d'un moment, j'ai craqué et j'ai dit à mes parents, bon, écoutez, je vais en parler parce que je peux plus supporter la pression, il faut que j'en parle, je vais trouver les mots justes et puis voilà. Puis je pense qu'aussi, aujourd'hui, d'ailleurs, ils en parlent beaucoup au Québec, mais la dépression et le suicide restent quand même des sujets hyper tabous. Et puis, moi, il était hors de question que je cache les choses et que je pense pour en parler, ça peut peut-être aider d'autres personnes à en parler. Donc, la médiatisation a été quand même assez dure, assez violente, mais j'ai su rester, comme tu disais, les pieds sur terre. J'ai fait la sélection j'ai refusé énormément de marques. J'aurais pu très bien me faire énormément d'argent en vendant qu'est-ce qu'ils me vendent dernièrement? Des trucs farfelus. Enfin bref, des poudres qui font mincir, des poudres. Non, c'est pas possible. Donc non, il faut que je sois. Moi, il faut que je sois en accord avec les produits. Il faut que quand je demande toujours aux marques, ok, je teste, si ça me convient, tant mieux. On peut envisager Et après, c'est des produits qui sortent de nulle part. Non, c'est pas la peine. Non, Non, exact. donc non, j'ai bien.
Pardon, non, non, j'ai vraiment bien géré. Ça s'est fait naturellement, mais voilà, il faut garder les pieds sur terre. D'autant plus il y a aussi les bons côtés, mais il y a aussi les haters. Et puis ça, quand tu te reçois des menaces de mort, des choses comme ça, c'est vraiment pas évident à gérer. Mais pareil, question de jugeote. Tu sais pas qui est-ce qu'il y a derrière son ordinateur. Ça peut être un ado, ça peut être une personne sédentaire qui n'a rien d'autre à faire ou dont la vie est très très nulle. Et puis, donc, non, j'ai vraiment. Là-dessus, je pense que j'ai su jouer comme il fallait. De garder les deux pieds sur terre, mais ouais, les haters, c'est souvent, en fait, il faut se rappeler que ça part d'une profonde tristesse ou d'un profond malheur parce que quand tu utilises les médias sociaux pour insulter quelqu'un que tu ne connais pas pour quelque chose qui a pu se passer dans une télé-réalité, ou bien souvent, ça doit être aucun lien avec ce qui se passe dans l'émission, puis c'est sur des attributs physiques, c'est sur des insultes gratuites qui n'ont aucune valeur, ben, tu te dis, oui, ça peut faire mal à recevoir, mais après ça, tu te dis, c'est donc ben, triste que cette personne-là en soit là à insulter des inconnus derrière un écran. Cette personne-là doit être probablement plus triste que je le suis, donc grand bien lui fasse, fais ta route, puis ça finit là. Mais ça rend pas le truc plus facile. Genre, j'ai pas vécu ça, mais je veux dire, ça doit pas être évident. Mais je pense qu'à un moment donné, on doit finir par faire la part des choses puis de comprendre que ça part d'un profond mal-être. Totalement ça, totalement ça. Tu en as parlé rapidement, l'expédition Wapapunan. Vous venez tout juste de revenir. En fait, tu es encore au Québec, vous êtes à Montréal. Vous venez de revenir de cette expédition folle qui a été vraiment très intéressante à suivre. Mathieu et Laurie Lag, un aventurier. C'est un gars qui en a fait énormément à travers le monde, qui a fait, je pense, une traversée de l'Antarctique, une tentative de traversée de l'Antarctique. Donc, un profil beaucoup plus aventurier. Mathieu, qui a fait des aventures exceptionnelles, qui a fait des courses, surtout, qui a un background d'ultra-trailer, justement. De combiner, oui, c'est ça, on voit derrière toi le GR-A1, une petite trotte de 650 km. Et ces deux gars-là, ensemble, sont partis dans une expédition assez folle. Et vous étiez, toi et la copine de Laurie, l'équipe de support, mais là, c'est un support crew qui dure un peu plus que les 20 quelques heures qui ont pris à Mathieu pour faire le tour du Mont-Blanc. Là, on parle d'une expédition qui a pris plusieurs jours dans le nord, l'expédition. Parle-nous de cette expédition-là. Trace le profil de ce qui était tenté comme traversée, comme boucle. Donc en fait l'expédition Wapapunan, Mathieu l'a nommée comme ça parce qu'en fait c'est l'impact d'une météorite qui a laissé vraiment une trace assez circulaire qui laisse deviner comme un blanc. Et quand tu es en hiver, le lac est gelé, ça fait blanc. Et puis, on appelle communément cet endroit l'œil du Québec. Donc, naturellement, on a donné, en fait, il a donné ce nom Innu à cette expédition qui est dans le blanc de l'œil. Ils avaient donc pour but de faire les 200 et quelques kilomètres en totale autonomie, en tirant en ski poulka cette expédition en fait. Donc ça a duré une dizaine de jours. Une dizaine de jours et avec Maud, notre rôle, c'était d'être connecté à eux dans un endroit totalement déconnecté. Parce qu'on était à la station, le point de départ de l'expédition était là où on logeait, c'était la station Wapishka. Et donc, on devait gérer les secours si besoin. On restait joignable par téléphone GPS. Au début, on devait avoir une radio, puis on s'est aperçu les premiers jours que la radio ne passait pas. Donc voilà, on restait connecté avec eux. On essayait de prendre des nouvelles régulièrement. Et puis, si jamais il y avait un pépin, engager la logistique nécessaire pour pouvoir intervenir. Et à côté de ça, moi, de mon côté, j'ai participé un petit peu à l'expédition en essayant de faire un prototype de bar. Parce que lors de ces expéditions, c'est vrai que tu ne peux pas prendre 15 000 trucs. Hein. Le poids est compté. Il fallait que je trouve une barre de moins de 70 grammes qui fasse 400 calories. Quelque chose qui soit assez riche et à la fois protéiné avec des ratios équilibrés. Puis voilà, j'ai fait avec l'aide de l'équipe de NAC, j'ai conçu une barre à 400 calories, 65 grammes. Wow. Qui résiste aux températures négatives parce que sous moins 30, elle était facilement consommable. Donc ça, c'était vraiment fou. Puis chez NAC, en fait, moi, j'ai conçu la barre. Et puis après, je suis arrivée avec mon pot énorme. Et puis, je regarde Will et je lui dis, OK, on fait comment pour les conditionner là? puis là, en fait, il me transmet
le premier moule qu'il a utilisé pour faire ses premières barres chez NAC. Et là, j'ai l'impression qu'il me transmettait le flambeau, quoi. Ça a été genre hyper intense, j'avais limite envie de pleurer. Je me dis, waouh, trop bien et tout. Puis là, on a fait ensemble et puis on a finalisé ça ensemble. On a empaqueté, on a fait 120 bars avec 2 goûts différents. Et puis non, j'ai participé un petit peu à ma façon aussi à cette expédition et puis à leur confort parce que manger du lyophilisé et des barnacs, il faut arriver à varier un petit peu les plaisirs, tu vois. Donc, c'est vrai que grâce déjà à NAC, ils avaient les goûts différents, les cafés, les peanuts, tout ça. Et puis voilà, moi, j'ai mis aussi ma petite touche. Donc, non, c'était vraiment hyper intéressant à faire. Ben, c'est un défi qui est énorme parce que, comme tu dis, on traînait donc en autonomie complète un traîneau qui avait plusieurs centaines de livres, donc beaucoup de matériel, beaucoup de nourriture nécessairement. Mais il faut trouver ce juste milieu-là entre, oui, plein de calories, puis avoir suffisamment d'un coup que l'expédition dure un peu plus longtemps, mais aussi pas ajouter de poids. Est-ce que ce défi logistique de poids, de calories, t'a aidé aussi dans ta préparation pour le Marathon des Sables, qui est à une échelle complètement différente, mais quand même très semblable, multijours, gestion du poids, gestion des calories nécessairement. Est-ce que ça t'a orienté, donné des trucs? Est-ce que en parallèle, tu te prenais des notes pour ta préparation individuelle pour le Marathon des Sables? J'ai pris du note. En fait, j'ai surtout vraiment appris parce que moi, je suis une passionnée de cuisine. Je suis en train d'écrire là avec les éditions Hachette mon propre livre justement de recettes pour les athlètes d'endurance et ceux qui veulent s'y mettre. Intéressant. Et j'ai vraiment appris parce que j'ai échoué tellement de fois dans la conception de cette barre. Ah ouais. Oh là là, je voulais un truc vraiment cadré. Je voulais vraiment qu'il y ait un ratio 4 grammes de carbs pour 1 gramme de prot, que ce soit qui puisse digérer ça facilement. Il fallait que ça résiste au froid. Il fallait que je trouve les ingrédients. Ça a été une prise de tête et à la fois ultra, ultra passionnant. Après, je suis pas sûre que ce soit une barre qui résiste justement aux hautes chaleurs, mais maintenant je sais quel élément je peux favoriser lors d'une épreuve qui sera à 30 ou 40 degrés. C'est différent, mais voilà, je connais beaucoup plus les aliments nécessaires à l'ultra-athlète. Je pense que j'ai beaucoup appris là-dessus. Je me suis beaucoup documentée et j'ai même passé une formation en ligne justement de nutrition pour pouvoir être encore un peu plus calée dans ce domaine. Donc, c'est vrai que d'avoir participé comme ça à l'expédition Wapapunan, ça m'a aussi beaucoup apporté sur le plan perso et professionnel. Vraiment. Ben, c'est intéressant. Puis c'est le fun, l'idée du livre. Je pense qu'il y a plein de bons produits qui se font sur le marché pour les athlètes, mais des fois, il y a le plaisir aussi de les faire soi-même. Puis des fois, il y a la conscience de dire oui, il y a des bons produits sur le marché, mais à la quantité qu'on doit consommer, au nombre d'entraînements qu'on fait, les types d'entraînements, on ne peut pas traîner continuellement 5-6 produits dans nos poches quand on s'entraîne 6 jours semaine. Fait que d'en faire nous-mêmes, ça peut être un bon complément. Puis comme on le dit souvent, il faut alterner le plaisir. Hein? Fait que moi, j'ai fait Bromont Ultra, donc 28 heures de course avec des barnacs, puis je les trouvais bonnes, ça fonctionnait. Mais à un moment donné, tu veux changer le mal de place, tu veux goûter à autre chose. Donc, d'avoir ses propres produits, de varier les plaisirs, c'est hyper important. Donc, je trouve ça le fun. C'est quoi le secret pour qu'une barre soit encore consommable à moins 30? C'est le type de graisse que tu vas utiliser. Tout ce qui est beurre d'amande, beurre de cacahuète, beurre de citrouille. Tout ça, c'est voilà, des choses très grasses qui vont figer. Elles vont se conserver, mais voilà, maintenant, après, il faut jouer avec les ratios. Tu ne peux pas faire qu'une barre avec du beurre d'amande, qu'une barre. Non, ce sera déjà au niveau de la consistance trop liquide et puis beaucoup trop riche en lipides. Et puis mettre de côté les autres éléments, c'est pas. Non, non, il faut vraiment que ce soit le plus complet possible. Mais c'est vrai que d'élaborer ces barres, ça m'a permis aussi de savoir ce dont j'avais besoin pour le Marathon des Sables. Ils m'ont vraiment fait NAC une alimentation personnalisée. Je dis, voilà, il me faut ça, ça, ça dans le mix boisson. Ils m'ont fait ça, ça, ça. C'était vraiment intéressant là-dessus. Mais je dirais pas qu'il n'y a pas voilà, il y a pas de secret. Il faut juste faire en fonction aussi de ce qu'on aime, de ses goûts. C'est très important. Et puis, choisir des aliments de qualité. Ça, c'est genre nécessaire, obligatoire.
Très intéressant. Puis toi qui as vécu cette expédition Wapapunan, je dirais pas à distance, parce que tu étais sur place au réservoir Manicouagan, tout près de là où l'expédition se faisait. Comment ça s'est passé, toi? Parce que oui, il y a les athlètes qui sont là, les aventuriers qui font le tour du lac. C'est des longues journées. Tu sais, on voyait des journées, je pense que Mathieu, on voyait des stories passer, il documentait un peu. 13 kilomètres pour un gars qui doit rentrer ça en 1 heure d'habitude, là, 13 kilomètres en une journée à traîner le truc, ça doit être extrêmement difficile. Pour vous, vous étiez spectatrice, participante, mais à distance, ça doit être particulier comme relation, parce qu'encore là, c'est des longues heures à s'inquiéter ou attendre. Comment tu as vécu ces 10 jours-là d'expédition? Je vais te dire que tout pour moi, dans l'ensemble, j'ai vraiment très bien vécu. Moi, du moment où Mathieu, je le vois partir, le sourire jusqu'aux oreilles, en train de réaliser ses rêves, vivre pleinement des choses qu'il y en a qui n'auront peut-être pas la chance de vivre dans leur vie. Enfin, il provoque ces moments-là, donc on peut pas le retirer. Puis moi, je le vois, on dirait vraiment un gosse, quoi. Il y voit la neige, il voit tout ça. Il est parti, je prends vraiment plaisir à ça. Je me suis pas inquiétée, je me suis juste inquiétée, je pense. C'était peut-être le 4e ou le 5e jour, je sais plus. J'ai reçu un message de Mathieu qui disait, OK, là, je suis vraiment dans le dur. C'était une journée où il avait beaucoup transpiré, puis arrivé le soir venu, la nuit tombée, en fait, il a pas pu ses vêtements étaient encore un peu mouillés, il n'a pas pu se réchauffer, il est tombé en hypothermie. Je sentais à travers ses mots que c'était dur. Et puis là, comme dans un crew, comme dans un ultra, j'ai dit, OK, je vais utiliser le même mood, les mêmes mots. Et je lui ai dit, écoute, Matt, j'ai dit, après tout, je dis, déjà, tu peux pas lâcher, c'est bientôt fini. Il faut que tu vraiment que tu t'accroches à ça. Et puis, est-ce que c'est pas ça que tu es venu chercher? Est-ce que c'est pas ça que tu aimes à la fois dans l'ultra-distance et dans ces moments d'aventure, c'est de sortir c'est ce qu'il est allé chercher dans cette expédition, sortir de sa zone de confort. Il n'a rien appris du polaire. Il voulait tout apprendre de l'Ourilag. Il voulait apprendre sur le tas. Et c'est ce qu'il est allé chercher. Et c'est quand il ressent ces émotions-là, Matt, qu'il se sent vivant. Et qu'on se sent vivant. En tout cas, moi aussi, ça marche aussi pour moi. Mais en l'occurrence, voilà, Mathieu Blanchard se sent vivant quand il sort de sa zone de confort. Et à ce moment-là, il avait quand même besoin d'entendre les mots de son crew. Et puis là, j'ai écrit à ses proches en disant, OK, est-ce que vous voulez faire passer un petit mot? Et puis là, ça l'a énormément touché. Écoute, le lendemain, il faisait du moonwalk avec sa poulka. Mais voilà, j'ai pas eu d'inquiétude. J'étais sûre qu'il allait terminer. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'état dans lequel il est terminé, mais ça va, à part un petit visage, le visage un peu toasté. Ça va, c'était pas si pire, quoi. Donc, toi, de te lancer dans ton 2e marathon des sables après une première tentative difficile, tu l'as bien raconté tantôt, ça a parti fort, puis ça a été une longue descente aux enfers jusqu'au moment où tu as décidé d'abandonner. Je suppose que toi aussi, tu es bien hors de cette zone de confort-là quand c'est difficile, quand ça fait mal, puis quand on se sent vivant. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, de par mon histoire aussi, je pense, je me plains jamais. Je me plains plus. Enfin, je me plains plus. Je me suis plaint auparavant. Mais je me plains plus parce que dans ces moments-là, c'est vrai que je pense toujours aux autres. Je pense toujours à ceux qui se battent. Récemment, là, tu vois, mon papa, en décembre, il a eu un nouveau cancer du côlon. Ils ont dû totalement retirer. Il fait du chimio alors qu'il a une poche encore attachée à l'abdomen. Et là, la semaine dernière, il était en train de passer 5 jours à faire du ski. Enfin, non, mais il est incroyable. Donc, je veux dire, moi, je vais chercher toutes ces zones d'inconfort. Donc, à aucun moment, je vais me plaindre. Et puis là, j'ai vraiment envie d'arriver et de montrer cette médaille de finisher en disant, c'est mon combat à ma façon. C'est jamais aussi dur que ce que vous êtes en train de vivre. Mais voilà, moi aussi, je l'ai fait. Et puis, c'est vrai que c'est dans ces... On a besoin de c'est un truc que je retrouve chez les gens qui ont perdu un proche. On a besoin de ce genre de situation vraiment pour se sentir animé, en fait. Donc, c'est malheureux, mais à la fois, après, la joie que tu partages avec ces gens et que je partage avec cette communauté de la course en sentier depuis bien... Ça fera 1 an en juin que je me suis mise au trail.
les émotions sont intenses. Combien il y a de personnes dans les sports là qui t'accueillent les bras ouverts, qui te serrent dans les bras? Combien il y a de personnes au ravito, les gens sont là, les bénévoles sont à fond, comme si tu étais la première à MCC, à la MCC, à l'arrivée, tout le monde t'applaudit, t'acclame, t'es centième ou je sais pas combien, mais tout le monde s'en fout, il crie ton nom parce que c'est marqué sur ton dossard. Mais c'est cette ambiance-là. C'est ce que je suis venue chercher. Et pour l'instant, mais ça m'anime. Mais je suis qu'au début parce que je me dis, j'ai 31 ans. Et puis, si je continue comme ça, je pourrais peut-être dans 2 ans me lancer sur mon premier vrai ultra. J'attends 2-3 ans parce que faut que je sois patiente. Parce que si demain tu me dis, Alix, viens, on va faire une traversée de 100 km, je suis sûre que je te dis oui, mais par contre, je vais être maganée comme jamais. Mais non, voilà, je suis vraiment animée par ça et par ce genre de défi. Et le MDS, là, j'ai qu'une envie, c'est de le commencer, quoi. Et de le finir. J'aime que tu dis que tu vas être prudente, que tu vas attendre 2 ans encore avant de faire un vrai ultra, dit-elle quelques jours avant de se lancer dans le marathon des sables qui fait 250 km en 5 jours. J'adore ça. Donc, une épreuve de 80-90 km. Là. C'est une étape. Oui, je pense que ça se qualifie comme de vrai ultra. Je pense que tu as le droit de le dire. Là. Ouais. Non, mais c'est vrai que, en fait, je t'avoue que je ne considère pas le marathon des sables comme un ultra proprement dit parce que il y a 5 étapes, tu te poses, tu dors, mais c'est vrai que pendant le marathon des sables, il y a une épreuve d'ultra. Mais je pense que je vais le prendre comme une grosse randonnée. Je pense que je vais vraiment le prendre comme ça et puis je vais m'entourer. L'année dernière, j'ai fait beaucoup d'étapes seule parce que je courais, donc j'étais dans le top 10 féminin et à la fois, donc je courais, mais j'étais pas assez rapide pour attraper les gens devant et pas assez lente. Donc en fait, je courais tout le temps toute seule. Ouais. Là, je pense, je suis plus dans une philosophie où là, je vais partager avec des gens, d'autres personnes cette aventure et puis ça se passera très, très bien. J'y vais vraiment de manière sereine. C'est vraiment dans un mood totalement différent de la première fois. Je pense que c'est la meilleure manière de l'approcher aussi. Après avoir peut-être tenté de performer puis de te mettre en mode guerrière puis finalement d'exploser, d'arriver avec une attitude super positive, c'est là que tu vas revenir avec la médaille au cou. Puis peu importe ça sera quoi la position, tu vas avoir du plaisir du début à la fin. Même si ça fait un peu mal, tu vas être allé chercher quelque chose de différent. Tu vas être rendu au bout. Là. Ça va être vraiment intense. J'ai vraiment hâte. Écoute, on va te suivre là-dedans. C'est quoi tes autres plans cette saison? Est-ce que tu as déjà d'autres courses au calendrier? Parce que là, tu parlais de l'OCC tantôt. Je regarde ton calendrier 2021, je sens que tu aimes ça bien rempli, le calendrier. Là. MDS au mois de mars, l'OCC qui est la distance de 55 km dans le cadre de l'UTMB. Entre les deux, qu'est-ce qui est au calendrier? Je vais faire une petite Spartan Race pour le fun à Paris le 16 avril et suite à ça, je ferai le crew de Mathieu sur Madère, sur le 115 à Madère. Je vais courir à Malte, petite distance et peut-être aussi un 44 à Tahiti. Okay. Et puis après, voilà, mon année est quand même axée sur l'accompagnement de Mathieu. Donc, en fait, ce que je fais, comme j'avais fait déjà un peu l'année dernière, c'est que lui, il fait les grandes distances. Moi, je fais les petites distances pour le fun. Donc on va se faire comme ça. Et puis je vais me laisser porter jusqu'à cette OCC parce que j'ai vraiment un objectif assez conséquent que je n'ose pas trop parler en ce moment. Mais, mais voilà, je m'entraîne dur pour y arriver. Et puis, j'ai aucun doute là-dessus. Bon, c'est très intéressant. Un beau calendrier à venir. Puis nous, j'espère qu'on va pouvoir se reparler post-marathon des sables pour revenir, parce que c'est toujours ça qui est le fun. Je l'ai fait avec quelques athlètes, des moments où on fait un avant-après, où on revient sur une course, puis il y a toujours ce qu'on anticipe, ce qu'on pense, ce qu'on prépare, puis il y a ce qui se passe concrètement. Puis parfois, c'est une continuité de ce qui était prévu, puis des fois, c'est complètement l'opposé. Puis je pense que c'est le charme de notre sport, c'est qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est des longues courses, c'est des longues périodes à être actif, à bouger. Peut se passer 1 million de choses, puis c'est ce qui rend l'aventure aussi le fun. C'est qu'on, même si c'est un ultra, même si c'est organisé, même s'il y a des dossards, même s'il y a une organisation, puis des fagnons qui disent par où passer, ça demeure que c'est une aventure, puis qu'il peut se passer beaucoup de choses, puis qu'on se lance un peu dans l'inconnu. Et que je te souhaite d'avoir du plaisir dans l'inconnu du Marathon des Sables. Merci beaucoup. Je vais essayer de prendre au maximum, de noter tout ce que
toutes les choses par lesquelles je vais passer et vous faire à tous là un beau compte rendu et pouvoir partager cette aventure. Et même s'il faut faire tourner ma médaille de finisher. Non, mais en tout cas, ça a été un plaisir d'être avec toi et puis de te partager mes projets, mon histoire. Ça me fait vraiment très, très plaisir. Ben, merci de ta générosité. C'était super comme discussion. C'est pas fini, tu le sais. Moi, je termine tout le temps avec les questions éclair NAC. 10 questions à répondre le plus rapidement possible. Je sors mon chrono. Oh purée. Ah, mais oh là là, j'ai peur. Mais non, faut pas. Il aurait fallu que je sorte c'était quoi le temps de Mathieu. Hey, attends. J'ai des FKT, il y a des temps à battre, mais les entrevues par Zoom, c'est un petit peu plus lent avec le délai, donc c'est difficile de, ça va alors. c'est difficile de compétitionner avec les chronos de Yvan Lheureux en 10 secondes. Mais regarde, j'ai ça ici. Mathieu Blanchard, à l'épisode 12, les questions éclair-NAC, a fait ça en 33 secondes. Donc, c'était par Zoom à l'époque, donc ça l'est encore aujourd'hui. On va pouvoir comparer deux performances semblables. Oh là là. 33 secondes est à battre, c'est le temps de Mathieu. Donc, Oh là là. tu me dis quand tu es prête et on se lance. Vas-y, je suis prête. Route ou trail? Trail. Hiver ou été? Été. Sentier roulant ou technique? Technique. Plage ou montagne? Montagne. Question NAC, saveur mocha ou caramel macchiato? Macchiato. Café ou thé? Café. Télévision ou podcast? Podcast. Sucre ou casquette? Casquette. UTMB ou MDS? UTMB. Turquie ou Afrique du Sud? Afrique du Sud. 27 secondes et voilà, la victoire est à toi. Tu as réussi à battre Mathieu par 5 secondes. Écoute, c'est énorme aux questions éclair-NAC, 5 secondes. Donc, tu pourras l'écœurer un peu. J'ai été angoissée parce que quand tu m'as dit été ou hiver, ça a été quand même très dur parce que je viens de découvrir l'hiver au Québec et c'est quand même tellement beau. Ben oui. Puis en plus, Tellement riche. on a eu un hiver particulièrement beau cette année. Beaucoup d'accumulation de neige, beaucoup de froid, mais un hiver magnifique. Là. Les gens, moi, que j'entendais se plaindre de la neige, c'était comme aller jouer dehors. Je veux dire, c'est le meilleur terrain de jeu. Puis c'est la meilleure façon de passer à travers l'hiver. Bon, je ne ferai pas un monologue là-dessus. Je pense que ceux qui écoutent, c'est des gens qui ont cette tendance-là à aller jouer dehors en masse. Donc, je n'ai personne à convaincre. Mais ouais, on a eu un hiver magnifique. Comment tu as trouvé ça, la trail de la nuit polaire? Ah, c'était ma première course à moins 30. J'ai trouvé ça vraiment fun. En fait, j'aime beaucoup courir dans la neige parce que j'aime beaucoup le côté technique. Mm-hmm. Tous tes muscles là sont à l'écoute. Ça met vraiment en avant la proprioception. Et puis non, c'est vraiment, de courir de nuit à la frontale. Puis dans des tracks qui c'est pas évident avec les pistes de ski de fond, mais c'était encore un bon moment de partage et puis j'ai vraiment pris de plaisir sur cette course. C'est drôle parce que je parlais avec Yvan Lheureux que j'ai reçu à 3 reprises au podcast, qui s'en va faire aussi le Marathon des Sables. Puis il me disait que son entraîneur, Charles Castonguay, un autre invité du podcast, qu'il l'envoyait courir. Tu sais, quand la neige sur les trottoirs ou dans la rue, quand on court, une allure de patate pilée ou de litière à chat, comme disait Jean-François Tappe, je pense que ça simule bien le mouvement du pied à la course dans du sable. Est-ce que tu as expérimenté la patate pilée du Québec pour te pratiquer pour le Marathon des Sables? Moi, je pense, j'ai reçu de nombreux messages qui m'ont dit ouais, tu passes ton hiver, ta préparation donc au MDS dans la neige, etc. Mais au final, je trouve que ça se ressemble pas, ça se ressemble vraiment, comment dire, ça se ressemble beaucoup, pardon, ça se ressemble beaucoup et il n'y a pas tant de différence que ça, hormis la température. Pour moi, là, ça fait 3 mois que je m'entraîne dans la neige. Aujourd'hui, c'est la première fois que je courais un petit peu sur le bitume, maintenant que les routes sont dégagées. J'ai l'impression de m'envoler. C'est ça qui est le fun. J'espère que ça va se passer pareil sur l'MDS. C'est ça qui est le fun de s'entraîner l'hiver parce qu'avec le froid, nécessairement, je pense qu'on réduit un peu notre vitesse parce que le corps est aussi en train de se battre contre le choc thermique. Donc, c'est sûr que chacun de nos battements de cœur ne sert pas qu'à propulser notre corps. C'est là aussi pour tenter de survivre dans le froid. Puis, les conditions sont toujours un peu plus molles au sol, plus incertaines. Quand on retombe le printemps sur de l'asphalte à une température qui a de l'allure, on vole. Tu as tout à fait raison. Ce sentiment-là, la première course d'asphalte à une température qui n'est pas dans les négatifs, c'est magique ce qui se passe. Hein.
Exactement, exactement. Donc, j'ai pas peur de la différence de température avec le marathon des sables. C'est vraiment pas un truc qui me dérange. Après, c'est vrai que je t'avoue, je pense que je vais préférer courir au chaud qu'au froid parce que j'ai un truc que 80% des gens ont, c'est le syndrome de Raynaud. Là, t'as les doigts qui deviennent blancs en quelques secondes. Je suis assez frileuse des extrémités. Donc non, je pense avoir eu la bonne prépa. J'ai écouté mon corps, j'ai mangé santé, j'ai passé des week-ends chalets incroyables. Je pense que je suis clairement en train de tomber amoureuse du Québec. Et puis voilà, je suis prête et rechargée à bloc pour de nouvelles aventures pour l'année 2022. Ben, on ne peut finir que sur une meilleure phrase que ça. Je te souhaite le meilleur des succès au Marathon des Sables. On va te suivre, c'est certain. On va suivre nos Québécois qui sont là aussi, dont Yvan Lheureux, dont toi, après avoir passé un hiver au Québec, avoir survécu, puis de terminer un épisode avec une lettre d'amour comme ça au Québec. Je pense qu'on peut dire que tu es une Québécoise. On t'adopte, on te garde. Donc, on va te suivre on va te suivre à la MDS. Ça va être un grand plaisir de te suivre là, puis un grand plaisir de te suivre cette année aussi. Et nous, on se reparle très bientôt, j'espère. Merci beaucoup Yannick et puis merci à tous. Parfait. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.